point de presse, le kidnapping de Boko Haram au Nigeria, où 276 jeunes lycéens enlevés pour une destination inconnue par ce groupe armé qui sème terreur et psychose au nord-est du Nigeria. Voici près de 3 semaines. À suivre. À suivre également la situation trouble qui a sévi hier samedi à Owando, dans le Nord Congo, où des policiers congolais ont été tués par des assaillants originaires du Congo démocratique, du seigneur de guerre Odjani. Et pour ce plateau, nous avons à l'extrême gauche Alphonse Ndongo. Il est journaliste à Jeune Afrique Économie. Il est en même temps le rédacteur en chef du journal Terre Africa. Alphonse, bonjour. Bonjour, rédacteur en chef adjoint. Voilà, merci pour cette précision. À côté de lui, Ernest Mochard Guimi. Il est chroniqueur politique au journal Le Patriote. Bonjour Ernest. Bonjour Émeric. Soyez le bienvenu. Merci. Guy Benoît de Victor. Guy Benoît de Victor, il est directeur de Radio Télénkeni dans le département des Plateaux. Bonjour mon cher Guy Benoît de Victor. Bonjour Émeric. Vous êtes en forme aujourd'hui? Très en forme. Merci. À ma droite, Gilles Ondongo. Gilles Ondongo, il est analyste de la vie politique et vie politique nationale, l'observateur de... Oui, tout à fait. Analyste, on est mot. Analyste, tout simplement. Voilà, merci. Oui, merci. Hein. C'est toujours un plaisir d'être sur point de presse. Hein, parce que dans la vie, il y a deux choses. Où on est acteur, ou on est spectateur. Et nous voulons être acteurs par nos modestes contributions, apporter en tant soit peu quelques idées, suggestions à la vie nationale et pourquoi pas internationale. Vous avez donc compris que Gilles Ondongo, il est analyste. Merci Gilles. À côté de lui, Elie Smith, l'homme n'est plus à présenter, journaliste MNCOM. Bonjour Elie. Bonjour Émeric. Merci pour votre disponibilité. Ok. Alors, à l'extrême droite, nous avons Jean Mongo Tselan. Alors, il est journaliste à Radio Congo. Jean Mongo Tselan vient pour la toute première fois participer à cette émission Point de presse pour apporter sa contribution, certainement. Oui, c'est de cela, je crois que c'est un grand plaisir, hein, de se retrouver comme ça, à Point de presse. Un cartel de journalistes nationaux, je crois que pour apporter la petite contribution à la vie nationale et peut-être aussi internationale, en fonction de tout ce qui se passe tous les jours là. Alors, vous êtes journaliste sportif, à ce que je sache. C'est peut-être la particularité. Hein. Je n'ai pas suivi une formation de journaliste sportif. Je suis journaliste. Voilà. Et j'ai pensé que je m'exprimerais mieux du côté du sport et voilà pourquoi j'avais porté mon choix sur le sport et sur le sport. Voilà, merci bien Jean Mongo Tselan, restez avec nous et nous aurons en duplex Asie Dominique de Marseille depuis Obouya. Asie Dominique de Marseille est allé s'enquérir de la situation qui s'est produite hier dans cette partie du pays. Et pour commencer, la toile se mobilise pour la libération des 276 jeunes Nigérianes enlevés dans leur lycée par le groupe islamiste Boko Haram depuis voici 3 semaines. Images et commentaires. L'ONU condamne à son tour l'enlèvement de plus de 200 lycéennes au Nigeria. Le Conseil de sécurité exige leur libération immédiate et envisage de prendre des sanctions contre Boko Haram, le groupe islamiste auteur de l'enlèvement. La mobilisation internationale continue et les manifestations de soutien se multiplient, comme ici à Washington. Le drame aurait pu être évité, affirme Amnesty International. L'ONG accuse l'armée de n'avoir pas réagi faute de moyens alors qu'elle avait été prévenue d'une attaque contre le lycée. Après un long silence très critiqué, le président Goodluck Jonathan a réagi vendredi, dénonçant un crime épouvantable. En tant que père et président de ce pays, dit-il, j'ai de la peine. Je n'arrive plus à dormir et je ne dormirai pas tant que ces jeunes filles ne seront pas de retour saines et sauves chez leurs parents. Rendez-nous nos filles. L'appel est largement répercuté grâce aux réseaux sociaux et à l'engagement de personnalités. Michelle Obama prononce ce samedi l'allocution hebdomadaire de la Maison-Blanche. Elle le consacre à l'enlèvement des adolescentes.
Voilà, vous venez donc de suivre ce reportage. Alors, mes chers confrères, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Voilà, Alphonse Ndongo, le groupe Boko Haram, que sont-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelles sont réellement leurs motivations? C'est vrai qu'il est encore bien prématuré à présent de bien identifier ce groupe du Boko Haram. On sait tout simplement que les principaux animateurs, ce sont des Nigérians. Peut-être qu'il y a aussi d'autres fondamentalistes qui viennent des pays voisins, pourquoi pas le Niger ou alors le Cameroun, cela n'est pas impossible. Mais pour l'instant, ils ont été identifiés comme étant des Nigérians qui prennent tout simplement l'application de la loi charia. La loi charia chez les musulmans, ça veut dire tout simplement qu'ils veulent que l'on puisse y établir un État islamique. Et comment est-ce qu'ils se sont équipés? C'est la grande interrogation, mais d'après ce qui se dit, c'est que c'est quand même les armes qui sont parties de la Libye en dépendance sous Kadhafi, qui ont davantage alimenté ces réseaux djihadistes. Et évidemment, c'est les mêmes armes qui ont servi au nord du Mali pour semer tout ce qu'il y a eu là-bas comme terrorisme. Et donc ces gens aujourd'hui se réclament tout simplement comme étant des fondamentalistes. Le problème n'est pas qui sont-ils, que veulent-ils. Maintenant, ce qui, moi, peut m'inquiéter, c'est leur extension maintenant au-delà même des terres nigériales, parce qu'on voit qu'ils sont désormais présents aussi bien au Niger, au Cameroun, au Tchad. Et alors, la plus grande inquiétude pour moi, qui suis congolais, c'est que ces gens, évidemment, avec tout ce qu'il y a comme circulation, l'homogénéité identitaire, avec certains musulmans qui quittent le nord du Mali, je n'ai rien contre les Maliens qui viennent chez nous, je n'ai rien contre les musulmans nigériens ou nigérians qui rentrent chez nous, mais c'est seulement que, est-ce que nous avons une capacité de réaction ou alors d'exploration des pistes pour savoir si nous sommes à l'abri? Parce que si ces gens aujourd'hui se retrouvent au nord du Cameroun, se retrouvent au Niger et au Tchad, et évidemment, on les annonce même déjà, selon certaines sources, en collision ou alors en complicité avec les forces d'anti-Sénéca, qui, dans cette partie de la Centrafrique, sont en train de constituer petit à petit un État islamique qui ne dit pas son nom. Donc, s'ils sont déjà de connivence avec quelques fondamentalistes camerounais, nigériens, tchadiens, et surtout de la République centrafricaine, c'est-à-dire les Sénéca, on les appelle ex-Sénéca, mais moi je dis toujours qu'ils sont actifs. S'ils sont donc complices avec ces gens, il faut prendre par extension, nous ici, au regard des grands intérêts économiques que regorge le Congo au-delà des années 2007, à savoir avec les mines qui vont être mises en exploitation, avec évidemment le pétrole qui va connaître un deuxième boom ou un troisième. Alors il faut craindre que le Congo qui veut construire la plus grande mosquée d'Afrique centrale ne soit évidemment en ligne de mire et que évidemment nous nous soyons surpris que demain ces gens aussi organisent des rapts. Voyez-vous ce qui vient de se passer à Ouagadougou, on en parlera tout à l'heure, mais c'est tout simplement parfois lorsqu'on a des forces de sécurité qui sont négligentes, qui évidemment ne font pas le travail d'investigation qu'il faut. Et elles s'étonnent toujours que, bon, comment est-ce que les journalistes sont au courant de cela? C'est d'abord à eux de faire ce travail. C'est pourquoi moi j'ai des nobles et de réelles inquiétudes lorsque je sais que ces groupes fondamentalistes Boko Haram écument une partie du Nigeria et que évidemment ils commencent à avoir de l'expansion au-delà même des frontières des forces nigérianes. Pour moi, cela constitue franchement une réelle inquiétude pour le Congo, qui sera évidemment l'un des meilleurs pays sur le plan économique dans les années 2020. Alors ça veut dire que si on ne fait pas attention dès cet instant, évidemment on sera pas à l'abri, parce que le Congo petit à petit devient aussi un État islamique qui ne dit pas son nom. Je ne dis pas islamique en tant que tel, mais il y a une forte communauté musulmane ici, et de par l'homogénéité identitaire, il faut craindre que les groupes Boko Haram, évidemment, aient quelques pions à gauche et à droite pour avoir assez d'informations pour mener la vie difficile à certains occidentaux qui ont de grands intérêts économiques. Merci, Alphonse Ndongo. Alors, Elie Smith,
276 jeunes filles enlevées par ce groupe armé, c'est tout de même un véritable kidnapping. Oui, c'est un véritable kidnapping et c'est même pourquoi le chef de l'église, comme la communauté chrétienne nigériane, j'oublie son nom, qui dit il paraît qu'au sein de l'armée nigériane, il y a souvent des collaborateurs. Même le président Goodluck Jonathan l'avait déjà dit qu'au sein du système de sécurité de l'armée nigériane, il y a peut-être les gens qui collaborent avec les Boko Haram. Mais le problème de Boko Haram, je pense souvent, je suis souvent beaucoup de médias occidentaux qui pensent que c'est peut-être récemment. Le problème c'est que le nord du Nigeria et le sud du Nigeria, c'est deux pays différents. Là, il vient de célébrer 100 ans de l'unification. Donc les deux entités ont eu l'unification en 1914 par le désir d'un seul homme, M. Lugard. Mais au nord du Nigeria, le problème islamique a toujours existé. Par exemple, en 1945, il y avait un Nigérian d'origine camerounaise qui s'appelle Mohamed Maroua qui était venu, qui avait lancé le premier djihad. Il y a eu environ 1000 morts. Vous voyez, en 1953, il y a eu encore à Kano plus de 1000 morts. Donc il y a toujours ce problème fondamentaliste au nord du Nigeria. Mais ce qui a exacerbé ça, c'est en 1989, quand on a fait la nouvelle constitution nigériane, où on a permis que les États du Nord qui veulent appliquer la charia peuvent l'appliquer. Et puis l'origine de Boko Haram a été créée dans les années 2000, d'abord par un certain Abacha Flatteri, lui il est mort, après lui il y a eu un certain Momodou Bama, et puis le dernier qui a peut-être déclenché tout ça, c'est en 2009 quand on a tué Mohamed Oussouf, qui était le chef de Boko Haram. Le Boko Haram, premièrement, n'avait pas une ambition militante comme elle était. Le seul problème de Boko Haram était lutter contre la corruption. Il faut savoir que pendant les 50 ans de l'indépendance du Nigeria, 30 ans a été gouverné par les gens du nord du Nigeria. Les gens du nord du Nigeria ne vont pas à l'école. Pour eux, ils pensent que, l'élite pense qu'ils ont le droit de gouverner le Nigeria. Et que quand tu regardes, par exemple, quand on parle de la croissance au Nigeria en général, cette croissance se fait seulement dans le grand sud du Nigeria. Le nord du Nigeria a un problème de sous-développement. L'éducation n'est pas tellement poussée. Ça fait que ça donne un terreau prospère au Boko Haram. Il luttait d'abord contre la corruption, ce qu'il disait, et puis ne voulait pas aussi l'éducation. Voilà pourquoi M. Chakou a décidé cette fois-ci pour prendre ces 200 filles, parce que là-bas aussi il y a un problème de chiffres, hein, il y a une discussion pour savoir si c'est 200 filles. On parle aujourd'hui c'est 276, voilà. Et il y a encore 8 qui venaient d'être enlevés. Mais leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas que les filles vont à l'école ou les garçons vont à l'école. Ils sont contre l'éducation occidentale. Mais le danger dans tout ça est, comme mon collègue et ami Alphonse vient de dire, c'est l'expansion. On peut tout refuser comme veut dire, et le changement de Boko Haram a eu lieu en 2000, quand ils ont eu de l'argent venu de l'Arabie Saoudite, donné par Osama Bin Laden qui a envoyé les gens là-bas. C'est pourquoi, par exemple, les services de sécurité nigériens, le gouvernement nigérien avait déjà refusé l'offre de médiation du Qatar et de l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite regarde toujours que le Nigeria doit être un pays entièrement islamique. Et ce n'est pas seulement au Nigeria que ça se passe, parce que même on trouve le problème du Soudan aujourd'hui. Si le Soudan a eu le problème qu'elle a eu aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'en 1972, Nimeri, ruiné, a demandé l'aide de l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens lui ont dit non, écoute, si vous voulez qu'on vous donne de l'argent, il faudra que le sud de votre pays qui est chrétien, il faut qu'on l'islamise. Et Nimeri décide que lui, il va violer les accords d'Addis Abeba qui donnaient l'autonomie dans le sud et qui a déclenché la guerre. Et quand il a envoyé John Garang, qui était un colonel dans l'armée soudanaise, d'aller mater la rébellion, il a rejoint les gens d'Anya Anya. Donc, pour parler du Boko Haram ici, c'est quelque chose de dangereux, mais pour moi, en tant qu'Africain, je trouve qu'il y a un danger dedans. Le fait qu'on fait introduire la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne dans ce conflit, c'est comme si on a mis le loup dans la bergerie. Parce qu'on sait un peu que les mêmes États-Unis avaient déjà prédit que le Nigeria doit se désintégrer en 2015. Et on sait un peu que le Nigeria a un problème contre la France. Par exemple, quand on avait fait les tests atomiques dans les années 54,
dans le Sahara algérien, le seul pays africain qui était contre était le Nigeria. Voilà pourquoi pendant la guerre entre 68 et 70, la France a aidé Ojukwu pour combattre l'état fédéral du Nigeria. Donc moi je trouve que Boko Haram c'est un danger. C'est aussi un danger d'autant qu'on est dans la zone CEMAC. Il y a ce problème de la libre circulation des peuples et des biens. Ça fait que par exemple, peut-être un peu caricatural, les camions de oignons qui viennent du Cameroun qui arrivent ici, on ne sait pas si dans les camions là, il faut aussi avoir les gens de Boko Haram qui entrent. Donc je crois que le problème qu'il faut qu'on soit un peu... Nous allons arriver avec cette question de porosité des frontières. Merci, vous avez évoqué l'ancien président Niméré, je l'aimais bien. Merci. Alors, Guy Benoît de Victor, 276 jeunes filles enlevées. Alors, où était passée l'armée? Oui, je crois que c'est ça le problème des armées africaines ou des États africains. La léthargie et la nonchalance. Parce que vous savez qu'avant que Boko Haram ne passe à l'acte, on lui dit que les autorités nigériennes étaient bel et bien informées qu'il va y avoir un kidnapping, ou une action musclée de Boko Haram. Et voilà, les autorités qui gouvernent ont gouverné, c'est prévoir. Bon, ils sont là, ils dorment sur leur laurier, pensant que Boko Haram n'allait pas agir, alors que Boko Haram a déjà causé des exactions dans la population, bien connues par les autorités nigériennes et aussi des pays frontaliers. Bon, maintenant je me demande, quand Boko Haram passe à l'action, kidnappe plus de 200 filles, s'en va. Mais le Nigeria est frontalier avec le Cameroun. On sait très bien que Boko Haram sévit beaucoup plus dans le nord-est du Nigeria. Mais c'est à la frontière camerounaise. Plusieurs fois, ils s'enfuient au Cameroun. Que disent les autorités camerounaises? Que disent les autorités camerounaises? Que disent la sécurité? Parce que je m'imagine que le Cameroun, c'est un pays sévère qui veille sur ses frontières. N'importe qui ne passe pas comme chez nous. N'importe qui ne passe pas comme chez nous ici. Chez eux, les frontières ne sont pas poreuses comme chez toi et moi ici. Et donc, en ce moment-là, on se dit, Boko Haram qui posait au départ, c'était un problème confessionnel, parce qu'il faut islamiser le Sud. Ils ont reçu de l'argent des Qatariens et de tous les islamistes. Bon, au fur et à mesure, ils ont politisé leur action. Maintenant, là, ils se battent pour l'alternance parce que la nouvelle constitution voulait que, après le nord, après le sud, un président doit venir du sud, du nord, et au fur et à mesure, le nord passe, et l'autre nordiste passe, et ils ne sont plus, et ils ont politisé l'action. Voilà pourquoi ils sont obligés de mener ces actions de grande envergure et qui mettent en danger toute la population nigérienne. Et aujourd'hui, c'est la communauté internationale qui s'en saisit. Mais, pourquoi attendre que la France arrive? Pourquoi attendre que les États-Unis s'y mêlent alors qu'il y a la CEDEAO qui est là, alors que l'Afrique centrale, par le Cameroun, par le Tchad, par tout cela est là pour se mobiliser afin de bloquer? On peut bien savoir par où ils sont partis avec les enfants. Ils sont pas quand même dans la bourse. Ils sont bien au Nigeria. Ils sont bien au Nigeria ou bien au Cameroun, ou quelque part dans une maison ou dans une ville. Mais pourquoi ne pas aller les démasquer de là? On dirait qu'il y a d'autres mains sous-jacentes qui poussent le feu, le bois, pour que l'Afrique se désagrège au fur et à mesure que nous y allons. Et comme disent les amis, il faut craindre que l'expansion de cette affaire-là vienne jusqu'à chez nous, parce qu'on dit qu'ils sont à la porte de l'Afrique centrale, de la République sud, de la République centrafricaine. Et c'est ce qu'on se demande. Est-ce qu'ils ne les ont pas amenés jusqu'à Centrafrique? Vous voyez, parce que là on ne les trouve nulle part. On ne les trouve nulle part. Et se promet de les faire marier à vil prix et à bas âge. Vous voyez, donc il faut quand même que nos autorités comprennent cela, quoi. Merci bien, merci bien. Alors, Julien Dongo, ce qui paraît un peu incompréhensible, l'armée nigériane, c'est tout de même l'une des plus puissantes armées d'Afrique. Alors, avec un budget aussi colossal, alors c'est quand même une honte pour cette armée pour vouloir venir à bout d'un groupuscule de près de 3000 hommes. L'armée nigérienne s'appelle à la Chine et aux États-Unis d'Amérique. Je dis lorsque j'analyse la situation de ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram,
j'évolue sur 3 angles. Le premier, d'abord, quand on regarde la situation au Nigeria, notamment avec son armée, je dis, cette armée, en son propre sein, il y a des fortes dissensions. Tout à l'heure, je crois que parmi les invités ici, on a évoqué l'alternance au niveau du pouvoir. Et le président Goodluck Jonathan, c'est un président du Sud, et il y a une loi tacite au Nigeria qui voudrait que lorsqu'un président du Sud, après avoir fait 2 mandats, que le 3e qu'il passe le témoin à un président du Nord. Donc la situation qui se passe actuellement au niveau du Nigeria montre à suffisance que au sein même de l'appareil sécuritaire du Nigeria, il y a de fortes dissensions et que la secte Boko Haram, ce mouvement de rébellion, bénéficie des complicités internes. Vous savez, sans ignorer qu'au niveau du Congo également, ici, nous avons connu, lorsque nous avons connu des événements autour des années 98 avec la rébellion de M. Ntoumi, où le président de la République disait, je cite, que cette guerre, il y a maintenant un fonds de commerce. Ça veut dire qu'on reconnaissait même par là que au niveau même de l'appareil sécuritaire, il y a des gens qui activaient le feu pour en récolter des dividendes. Et c'est ce qui se passe actuellement au sein du Nigeria. Mais je vais également m'appuyer sur l'aspect économique. En règle générale, au niveau de nos pays africains, c'est le politique où les mouvements de rébellion s'appuient sur des difficultés économiques. Eddie Smith l'a évoqué tout à l'heure que le nord du Nigeria est sous-développé. Le nord du Nigeria a un problème de développement avec l'absence quasiment des infrastructures, alors que le Nigeria est une puissance économique actuellement. Ces problèmes également, on le voit également avec la rébellion sénégalaise au niveau de la Casamance. C'est parce que lorsque les populations souffrent, lorsque les populations ne trouvent pas satisfaction, n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins fondamentaux, le politique arrive pour instrumentaliser et l'arme devient alors un pouvoir économique. Moi, je vais illustrer, quand vous regardez les guerres que nous avons connues au niveau du Congo-Brazzaville, je vais prendre deux départements. Vous avez le département de la Bouéza et vous avez le département du Poul. Lorsque vous avez vu au niveau de la Bouéza, les événements ont cessé rapidement parce qu'il y avait des unités économiques. Il y avait la SARIF et à un moment donné, les sages de la Congrès se sont rendus compte que bon, nous avons quand même un outil économique à préserver, il faut que l'on aille vers la paix. Mais de l'autre côté, au niveau du Poul, il n'y avait quasiment rien. Donc au niveau de nos politiques, il faut penser à développer économiquement le pays de manière intégrale pour ne pas donner l'occasion à ceux qui instrumentalisent souvent la misère des populations pour porter leur discours haut et fort. Autre chose également, moi je crains au niveau de l'enseignement. Alphonse Bongo l'a évoqué avec l'arrivée, la construction prochaine d'une grande mosquée à Brazzaville. Moi j'ai peur. Lorsque l'on regarde notamment à Poto-Poto, au niveau de l'enseignement, moi je suis étonné de la passivité de notre ministère de l'enseignement, de nos autorités, lorsqu'on regarde des écoles coraniques qui s'installent au sud de tout le monde. Nous ne savons pas quel est le contenu de l'enseignement distillé ici. Et surtout que ça se passe en arabe. Oui, ça se passe en arabe. Quel est l'enseignement qui se passe? Nous sommes un pays, chacun ne peut pas venir ouvrir une école, même si c'est une école confessionnelle, mais les autorités, au niveau de l'enseignement, ils ont le devoir de se renseigner, de regarder quel est le programme qui est distillé, est-ce que ce sont des messages haineux, quel est le discours. Et au Congo, en règle générale, malheureusement, les autorités n'aiment que subir. Parce que demain, nous sommes en train de lancer des signaux d'alarme pour dire que regarde au niveau de l'enseignement, au niveau de Poto-Poto, des ruelles, des écoles sous-peuplées, et je vous dis même qu'au niveau de cette institution d'école, les enfants de Ouest africains, certains de leurs parents refusent que les enfants intègrent le système éducatif classique. Ça veut dire quoi? C'est qu'on prépare des citoyens à être embrigadés du point de vue constitutionnel, alors que la constitution du 15 mars déclare bel et bien que le pays, le Congo est un pays laïque. Encore, sur la laïcité de l'État, je suis encore étonné, pour ouvrir la parenthèse, de constater que nous célébrons les fêtes catholiques, nous célébrons la Pentecôte, nous célébrons la Pâque, ce sont des jours fériés, et les juristes doivent nous donner la réponse pour dire des violations de la Constitution. Merci bien, Gilles Rondongo. Alors, Ernest Gachardini, par rapport à cette situation, il y a des ramifications. On apprend sur place que les populations réclament même des changements politiques. Bon, Emery, vous savez, quand on voit de près cette histoire de Boko Haram,
et l'ampleur de la rafle du kidnapping, ça étonne quand même, et ça donne beaucoup à réfléchir parce que on ne peut pas venir prendre 200 personnes, on les met, et que personne ne sache là où les gens se retrouvent. Moi, je vois ça plutôt comme une complicité tacite des citoyens quelque part. Parce que, je prends un cas simple. À 45, on vient, on prend 200 enfants, et on met, vous aurez les échos dans un des villages du Poul ou des plateaux, qu'on a vu qu'il y a des gens là-bas, on a suivi des vidéos dans tel secteur. Mais aujourd'hui, il y a un calme absolu. C'est comme si les enfants ont été dissous dans les assises. C'est ça. Et c'est là que ça va penser à une complicité des populations, des villageois. Moi, je crois qu'il s'agit d'un problème au dehors de la confession.